Donc, on va directement enchaîner sur la première table ronde. Et la première table ronde, on a des experts qui ont bossé sur des terrains tout le long du monde Peul. Donc, la Guinée, Sénégal, Mali, Niger, Tchad. Et justement, moi, je vais faire la modération. J'ai moi-même travaillé sur la construction identitaire chez les Peuls. Donc, pas nécessairement en milieu pastoral. Mais au regard des modifications que le monde Peul connaît aujourd'hui, la redéfinition même de l'identité Peul et l'intérêt que les communautés urbaines commencent à avoir pour les logiques de développement durable sur la base du pastoralisme, on peut se poser la question de savoir en quoi il peut y avoir des allers-retours entre les fameux Peuls des villes et les fameux Peuls des brousses dont on parle. Mais pour enchaîner directement, on va commencer par Sandrine Lonck, donc qui va... Bon, peut-être tu peux nous faire une petite présentation de toi et en attendant que ça charge. Oui, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir invités ici. Je suis ravie d'être parmi vous. Je me présente rapidement. En fait, j'essaie de gagner du temps parce que j'avais prévu de vous montrer des images. Parce que finalement c'est toujours beaucoup plus parlant de montrer par l'image et le sens qu'on fait et de donner la parole aux gens avec lesquels on a travaillé. Donc moi je m'appelle Sandrine Lonck, je suis ethnomusicologue, donc vraiment spécialisée initialement sur l'étude des pratiques musicales, chorégraphiques, musique, danse. Mais quand on dit musique, danse, évidemment, très vite, on s'intéresse plus largement au rituel. Et puis quand on s'intéresse au rituel, on essaie de comprendre tous les enjeux qui sont derrière. Donc on s'intéresse aux relations hommes-femmes, aux relations politiques au sein de la société, à l'organisation sociale, à l'économique et à l'identitaire. Et petit à petit, comme ça, en suivant le fil de la musique, on essaie de comprendre le plus de choses possibles d'une société. Alors, moi j'ai travaillé essentiellement au Burkina Faso, donc dans la région nord, traditionnellement le pays du Dielgodi, donc chez les Peuls Dielgobé. Ça c'était quand j'étais plus jeune, dans les années 90 à 95 on va dire. Et puis ensuite... j'ai travaillé essentiellement au Burkina avec les jeunes qui ont des pratiques vocales qui n'existent plus dans beaucoup d'endroits, je crois, du monde Peul, qui sont donc des pratiques vocales polyphoniques collectives. Et je suis quasi convaincue que ça a dû exister à peu près partout chez les Peuls, mais que effectivement, petit à petit, probablement que l'islam a un peu contribué à éradiquer ces pratiques, et donc on les retrouve encore au Burkina Faso sous la forme de jeux que pratiquent les jeunes gens entre eux, et c'est peut-être la manière par laquelle ça a pu subsister. Donc c'était un petit peu la problématique que j'ai développée au Burkina Faso, comprendre comment, ce que mettaient en scène ces pratiques vocales collectives pour les jeunes gens, comment ils apprenaient finalement leurs valeurs et également comment le poulakou s'exprime au travers de ces pratiques musicales collectives. Et ensuite, donc, en allant plus chez les nomades, encore un peu plus à l'est au Niger, donc dans la région de l'Azawak, du côté d'Abalak, chez les Peuls Wodaabe, je me suis aperçue qu'on retrouvait encore évidemment ces mêmes pratiques vocales, mais cette fois-ci de manière très, très ritualisée, où là, je ne veux pas parler de survivance, d'autant que les choses sont encore très très vivantes chez ces Peuls nomades, mais effectivement d'un coup, c'est là que j'ai véritablement réalisé que ces pratiques musicales collectives étaient probablement au cœur de l'identité Peul et de pratiques rituelles qui sont le lieu chaque année où ces Peuls nomades transmettent collectivement à tous les jeunes ce que c'est que d'être Peul et donc tout
je dirais, tout le cortège de comportements, tout ce que ça implique que d'être Peul. C'est là qu'ils apprennent, comme disent les Wadahabé, alors ils disent pas Pulaku, ils disent Mbodangaaku, le Mbodangaaku. Et c'est dans ces pratiques musicales collectives, rituelles, cérémonielles, que l'on apprend à devenir Peul et que l'on noue ce qu'ils appellent le Badiol Mbodangaaku, c'est-à-dire le lien qui unit les Peuls entre eux, hein, le lien qui unit les Peuls Wodabé. Voilà, donc c'est là-dessus que j'ai travaillé les dernières années et ça m'a amené assez loin en fait, puisque ces cérémonies qui sont très souvent décrites comme un simple concours de beauté, ont en fait des enjeux identitaires, politiques, matrimoniaux, et on pourrait dire, alors quel terme employer, religieux ou spirituel? Peut-être que spirituel serait un meilleur terme, je ne sais pas trop. En tout cas, clairement, on trouve dans ces danses des références au mythe d'origine des Peuls. Et je pense qu'en fait, ces danses sont une manière de réactualiser de manière rituelle et dramaturgique le mythe d'origine des Peuls. Voilà. Et donc, je ne vais pas en dire plus. Alors, j'aurais voulu vous montrer un petit peu. Donc, j'ai créé un site, mais il aurait fallu que j'ai un Internet. Et ce qui n'est pas le cas, donc qui permet d'accéder à tous les documents que j'ai filmés et enregistrés chez ces gens. Tout est en ligne, en accès libre, et ou sinon c'est donc également dans le bouquin que j'ai fait qui est paru récemment, dans lequel il y a donc un DVD avec film et enregistrements musicaux. Il y a plus de 50 plages musicales de ces enregistrements de chants collectifs. Et voilà, donc tout est accessible. Si vous avez besoin de plus d'informations, je pourrais vous donner toutes ces informations-là après. Ouais, sinon, mais je t'avais proposé que tu continues peut-être la présentation, quitte à ce qu'à la fin on prenne du temps tranquillement pour revenir sur les vidéos. Moi oui. Par exemple, je me souviens quand tu nous expliquais l'année dernière, lors de la présentation de ton livre, ce qui était signifié justement en termes d'acquisition de l'identité, en quelque sorte, pendant ces cérémonies-là de danse. D'accord. Ouais. Parce qu'on entend souvent parler du terme Pulaku, mais là tu emploies un autre terme pour l'accession à l'identité de groupe. Comment ça se négocie, ça ? Est-ce que c'est vraiment aussi le moment de la danse qui est le moment capital ? Est-ce qu'il y a un processus ? Oui, complexe de répondre à ça. D'accord. Non, c'est vaste. La question est vaste. Bon, c'est vrai que l'image l'aurait bien montré. Difficile de parler dans le vide. Mais disons que, effectivement, je pense que ces cérémonies, enfin, j'en suis même sûre, sont le lieu de sermons que les aînés, les anciens, adressent à toute la jeunesse. Il faut imaginer que c'est le seul moment de l'année où les nomades ont la possibilité de se regrouper aussi massivement. Et en fait, les gens, Marguerite Dupire, qui avait travaillé sur ces cérémonies, s'était demandé si c'était pas le lieu où on pouvait retrouver des survivances d'une religion antérieure à l'islam chez les Peuls. Et elle disait qu'elle avait un peu abandonné cette perspective. Et en étudiant précisément la danse et les chants, il s'avère que elle n'avait sûrement pas tort. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Disons que ça nous va aussi. Disons qu'effectivement, ce que j'ai compris petit à petit, c'est que c'est vraiment le lieu d'initiation des jeunes gens, à travers la danse, mais aussi à travers de sermons qui ont lieu constamment durant les 7 jours que dure ce rassemblement rituel. On prend les jeunes gens à part et on les sermonne et on leur rappelle ce que c'est que d'être Peul, comment s'unir pour préserver le Mbodangaaku, etc., etc.
donc des discours rituels qui sont tout à fait rodés et que les aînés maîtrisent et les responsables des jeunes qui les encadrent. Alors j'en ai transcrit un de ces discours dans le bouquin, j'en ai transcrit un certain nombre. C'est une langue extrêmement poétique en fait, hein. C'est vraiment un peu qui relève d'une littérature orale, sont des discours rituels. Donc il y a des expressions stéréotypées, etc., pour s'adresser aux jeunes et leur expliquer tout cet enseignement finalement du Mbodangaku et comment être unis pour préserver donc ce qu'on a trouvé en naissant, comme ils disent. Hein. Voilà. Et du coup, en fouillant un petit peu plus, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'il commence la danse, donc qui a lieu de jour comme de nuit, hein, on est constamment imprégné de chants et de danse. Ce sont ces fameuses danses très très connues avec cette gestuelle faciale assez spectaculaire, hein, où il montre le blanc des dents et des yeux, et qui était décrit comme un vulgaire concours de beauté. Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas vulgaire un concours de beauté, mais disons que les enjeux là sont beaucoup plus profonds que ça. En réalité, à chaque fois que commence la danse, ils disent, il y a une phrase rituelle qui dit que ceux qui est dans l'eau sortent et viennent voir la Gereol. Et en fait, petit à petit, donc, en suivant le fil, je me suis aperçue que les chants qu'ils exécutent sont des chants identitaires. Chaque groupe a un chant qui lui est propre. Au moment de la danse, ils revêtent un toupet qui est fait en queue de vache, et que les femmes qui viennent se moquer des danseurs disent, pour ceux qui sont les moins bons, les traitent de taureaux castrés, et pour les meilleurs de fils de taureau. Hein. Et donc, à la fin de la danse, on va désigner le fils de taureau, celui qui est resté fidèle au Mbodangaku, à l'identité Peul, etc. Et donc, quand on leur demande, mais qu'est-ce qui est dans l'eau et qui vient voir la danse? Alors, ils disent, bon, c'est pas les crapauds, les poissons, et puis, peut-être la vache. La vache qui est sortie de l'eau, hein. Et donc petit à petit les anciens ont commencé à me raconter le mythe d'origine de la domestication de la vache qui sort en fait de l'eau. Ce sont deux jeunes enfants qui allument un feu et qui donc, certains d'entre vous connaissent l'histoire, j'imagine, attirent d'abord un premier taureau, puis le deuxième jour un deuxième, et petit à petit sort tout un troupeau en allumant donc un feu au bord de l'eau. Donc on domestique l'animal par le feu. Et puis le troisième jour, les animaux donc sortent définitivement de l'eau et vont suivre les deux enfants qui partent en brousse et qui deviennent ainsi pasteurs nomades et donc peuls. Par définition. Et donc c'est le feu, c'est l'élément civilisateur. Et quand on parle avec les Wodabé, ils expliquent, mais le feu vient du soleil. La matrice du feu, c'est le soleil. Et donc, on retrouve les fameux termes, hein, les fameux trois termes, nagge, nange, yite, qui appartiennent un peu à une même classe nominale. Le feu, le soleil, la vache. Et quand on étudie la danse, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils dansent de jour face à l'ouest, face au soleil couchant, jusqu'au coucher du soleil. Et l'élection a lieu au moment où le soleil se couche. Hein. Puis de nuit, ils dansent face à un grand feu. Et ils disent, c'est le feu, c'est la lumière qui fait sortir la beauté des danseurs. Okay. Et puis, au 7e jour, ça s'inverse. Ils vont danser au cœur de la nuit jusqu'à l'aube. Et là, c'est le moment initiatique de renaissance, hein, par excellence, où c'est face au soleil levant, à la lumière qui renaît, le soleil qui renaît donc à l'horizon, à l'est, qu'a lieu la dernière danse et la dernière grande élection. Et donc, on a une danse qui suit en fait la course du soleil, et avec
toute cette symbolique du soleil qui se couche et qui meurt à l'horizon pour renaître au 7e jour. Voilà. Alors c'est pour ça que j'aimerais que vous voyiez les images de ce que racontent les gens, parce qu'ils expliquent qu'ils sont dans un état émotionnel très très fort face au soleil qui se lève et que ils savent pas exprimer ce qu'ils ressentent, mais qu'en tout cas ils savent que c'est le moment où ils sont en adéquation avec leur identité Peul. Et voilà. Et en fait, c'est à ce moment qu'une jeune fille vient élire le plus beau danseur. Et du coup, mon interprétation, mon hypothèse, c'est que ce couple d'élus, c'est pas une histoire matrimoniale, parce qu'en réalité, la jeune fille est choisie précisément parce qu'elle ne peut pas s'enfuir avec l'homme qu'elle a élu, puisqu'elle est déjà mariée. Non, parce qu'elle n'est pas mariée, justement, pardon. Et que chez les Peuls, Wadabé, c'est un peu compliqué, mais il faut avoir déjà été marié pour pouvoir s'enfuir en second mariage chez ces gens-là. Mariage arrangé et ensuite mariage choix. Mais du coup, ce couple qui n'a même pas le droit de se rejoindre, c'est pas du tout une histoire de séduction ou de mariage, en fait. C'est la figure des deux enfants du mythe fondateur. C'est la figure du couple primordial qui fonde l'identité Peul. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on rejoue dans la danse le mythe d'origine. Et que donc finalement on a un petit peu ici probablement vraiment une survivance très forte de cette culture, de ce qu'était le Pula-Aku avant l'islamisation des Peuls. Et évidemment, les Wadabé ne le disent pas, ne le disent pas explicitement. Ils se considèrent comme musulmans. Et si on leur dit qu'ils ne sont pas musulmans, ils vont se fâcher. Ils sont très, très, très fâchés. Donc, il ne faut pas dire cela en ces termes. Mais en fait, ils disent que si l'on ne fait pas ce rituel, on va perdre complètement notre culture. Voilà. Okay. Merci. Il y en a un, Et on va le passer. Oh, mais vous me donnez une idée. Super. Vous me donnez une idée. Ah oui, parce que je viens de... On va le passer tout à l'heure, peut-être à la fin. Ok, j'ai pris un exemplaire DVD. Super. Okay. Non, je voulais vous montrer tout le site. Et c'est vrai que je prends toujours un exemplaire justement au cas où. Ok. Bon, on le montrera après. D'accord. Ouais. Donc voilà, en gros, un petit peu ce que raconte. Juste pour conclure en 2 mots, c'est que ce Pula-Aku chez les Wadabé, il est pas seulement politique. Alors, on n'est pas dans une société verticale et hiérarchisée avec ces nomades. Et donc, c'est pas un mode de gouvernance. Le Pula-Aku, c'est un mode d'être ensemble, horizontal. Et donc, c'est non seulement politique, mais c'est évidemment, bien sûr, identitaire, mais c'est aussi je pense, disons, en tout cas culturel et donc ça comporte une dimension initiatique très forte pour les jeunes gens. Voilà, c'est mon hypothèse en tout cas. Ok, merci. Merci. Je vais juste reprendre ça. Oui. Yacine. Et donc, Yacine, je te passe la parole. Pour commencer, voilà, je m'appelle Yacine Kervela Mansaré. Kervela est mon nom d'épouse. Alors, j'ai effectué plusieurs recherches pour mon master 1. D'abord, avant de m'inscrire en ethnologie, j'ai d'abord effectué un DEG de sociologie. Et pour mes recherches qui concernent le master 1 et le master 2, j'ai voulu travailler sur le veuvage féminin et le sacrifice d'animaux chez les Peuls du Fouta Djallon, dont je suis moi-même originaire. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était un peu les rituels prescrits aux femmes veuves. J'ai dit au pluriel, puisque les Peuls du Fouta Djallon sont majoritairement musulmans, donc la polygamie se pratique encore. Et donc, pour le sacrifice de bovins, ce qui m'intéressait là encore, c'était la ritualité prescrite lors de ce sacrifice. Par exemple, quand un Peul perd un de ses membres, le premier grand souci de la communauté est d'effectuer ce sacrifice qui consiste à ce qu'on appelle en poulard hibbugol iyan, c'est-à-dire faire couler le sang afin que l'âme du défunt accède
précède le monde des morts dans la paix, et aussi, si j'emprunte un peu les termes des sociologues, mais aussi pour que la communauté rétablisse l'ordre, parce que la mort est considérée comme un désordre. Ensuite, pour aller vite, lors de mes enquêtes ethnographiques au Tchad, beaucoup de mes informateurs me parlaient de Pulaaku. D'ailleurs, là, Sandrine a évoqué des points de similitude par rapport à tes recherches précédentes. Et donc, là-bas, on parle plutôt de Pulaaku ou de Pulaagu. Et donc, je comprends également pour Sandrine le Bodegu, parce que c'est les Wodabe. Donc, ça vient de Bodé, qui veut dire rouge. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont rajouté ça. Mais c'est la même chose, en fait. Je crois, hein, donc... c'est notre racine pour ça vient de Wada, qui signifie pratiquer, respecter des interdits. D'accord. Ok, bon, d'après. Donc, du coup, pour finir avec la présentation, pour ma thèse, je me suis proposé de faire une étude comparative, une fois avoir déjà effectué des recherches dans le Fouta Djallon. Cette fois-ci, j'ai voulu faire une étude comparative afin de mettre en relief les différences et les similitudes. Donc pour ça, voilà, j'ai effectué un long terrain, compliqué, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais puisque je crois, même s'il y a beaucoup de spécialistes du monde Peul ici, j'aimerais tout de même faire rapidement un bref rappel historique. C'est qu'il faut savoir, les Peuls qu'on appelle dans le Fulfulde ou le Pulaar Fulbe au pluriel et Poul au singulier, ont en effet la particularité d'être dispersés sur une aire géographique qui, en Afrique subsaharienne, s'étend du littoral atlantique jusqu'au Tchad et même au Soudan. Ils sont présents dans une vingtaine de pays environ, et cette dispersion s'est produite sur plusieurs siècles, si bien qu'aujourd'hui on parle parfois d'archipel Peul. Dans la partie orientale, plusieurs groupes sont nomades. Dans la partie occidentale, ils sont plutôt sédentaires. Les premiers constituent donc un réseau mobile et flexible, les seconds plutôt un réseau fixe et stable. Les Peuls considèrent aujourd'hui fait partie d'un ensemble ethnique qui, il y a très longtemps, aurait eu une seule souche de descendance en descendance et de segmentation en segmentation. Cet ensemble ethnique présente donc un réseau d'alliances d'autant plus fort et serré et complexe que l'endogamie provoque des rapprochements de lignage après quelques temps de divergence. Donc du coup, c'est en 1994 qu'entre autres Roger Bott et Jean Smith publient un ouvrage collectif dans les cahiers d'études africaines en lui donnant pour titre L'archipel Peul. Ces auteurs s'inspirent en fait de la description fournie en 1900 dans l'ouvrage intitulé Les races et les peuples de la Terre, éléments d'anthropologie et d'ethnographie, publié par Roger Deniker, pour caractériser la discontinuité des aires occupées ou traversées par les Peuls pour les besoins de leur économie pastorale. Mais l'on peut considérer que les premiers récits de voyages réalisés en Afrique font déjà état de la dispersion ou de la dissémination des Peuls, sinon dans la totalité, du moins dans la plus grande partie de peuplement actuel. C'est par exemple le cas d'un récit que j'ai découvert récemment, qui est très intéressant, de Richard Jobson, imprimé en 1623. Comme je viens de le dire, il convient vraiment de distinguer aujourd'hui les Peuls sédentaires qui sont plutôt fixés dans la partie occidentale de l'archipel et les Peuls nomades qui évoluent dans la partie orientale. Cette répartition s'explique de façon très simple par les différences de climat. Par exemple, il est bien plus facile au bétail de passer une année complète sur les plateaux du Fouta Djallon que dans la savane tchadienne où la végétation est soumise à des aléas de la pluviométrie sahélienne. Bien sûr, entre les sédentaires et les nomades, on trouve des catégories intermédiaires
de semi-sédentaires et de semi-nomades. On doit même ajouter que certains groupes ont une partie de leur population mobile et une autre fixe. C'est le cas par exemple à Guittet, comme je l'ai constaté en 2003, où les anciens restent au village pendant que les jeunes vont en longue transhumance. Au Tchad, ouais, dans Guittet. Donc, dans les deux cas de figure, le plus simple élément du réseau est la famille. Et ce sont plusieurs familles qui s'assemblent pour former une unité de cohabitation. Chez les sédentaires, cette unité occupe donc une terre et on appelle ça dans le Fulfulde ou le Pulaar le galet, tandis que chez les nomades sans terre, c'est le wuro. L'équivalent de wuro en français serait le hameau ou le campement. Donc, revenons-en maintenant rapidement, parce que là, je commence à stresser. J'ai toujours tendance à préparer beaucoup de choses. On va bien discuter ça n'ira pas à la poubelle. D'accord. Donc, du coup, je vais aborder rapidement la différence entre les Fulbelade ou Burure, ça veut dire peul du village, mais j'ai mis Lade parce que dans le Fulfulde, on parle plutôt de Lade, et dans le Pulaar du Fouta Djallon, on parle de Burure. Donc, le dehors du village, plus ou moins proche, est la brousse. Il en a déjà été question. Si l'on veut que les animaux trouvent leur pâture, il faut y aller. Le temps de la sortie peut être plus ou moins long, selon le potentiel de l'herbe disponible. Au Fouta Djallon, il est court, plus exactement, il n'est pas nécessaire de s'éloigner beaucoup du village pour trouver la nourriture des troupeaux. Au Tchad, il est assez long pour des raisons que je viens d'aborder rapidement. Donc, je vais essayer encore d'aller vite en synthétisant, en vous parlant de mon autre point. Alors, Fulbesare, c'est les peuls de la ville. Alors, pour aller vite, la ville, en reprenant tel quel les termes qui viennent d'être avancés, disons que la ville est l'agglomération d'habitats où la polyactivité et l'hétérogénéité sont à leur maximum, tandis que la brousse est l'espace par excellence de la monoactivité et de l'homogénéité communautaire. Mais plusieurs groupes nomades parcourent la brousse et ils ne se mélangent pas. Donc ça, on constate aussi parce que voilà, les nomades, par exemple, les Wodave que j'ai suivis au Tchad, ne se mélangent pas avec les Bororo semi-sédentaires. Donc là encore, c'est important de le préciser, je crois. Maintenant, pour mon autre point que j'ai intitulé « Les défis actuels de l'ouverture au monde », depuis quelques années, des blogs sont ouverts sur le web, soit par des associations comme Tawangal qui nous réunit ici, soit par des personnes plus ou moins isolées, et souvent d'ailleurs de la diaspora, pour inviter les Peuls à échanger des informations sur eux-mêmes. Dans la plupart des cas, l'intention est de faire émerger une sorte de nationalisme transfrontalière, frontière, au sens où il s'agirait d'inciter les Peuls dispersés, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, à resserrer les liens entre eux et à promouvoir l'image d'un peuple capable de revendiquer sa singularité culturelle. Et dans la mosaïque des autres cultures qui constituent un environnement différent selon les régions. Parmi les blogs les plus consultés, je pense que Baba ne dira pas le contraire, c'est celui de Tabital Pulaaku. Tabital, en tout cas si je prends le terme Pulaar, Tabital vient du verbe tawal. Donc, il veut dire se réunir, se rallier, une sorte de ralliement communautaire, ralliement familial, qui a de nombreux, d'ailleurs Tabital Pulaaku a de nombreuses correspondances tant en Afrique qu'en Europe et même aux États-Unis. Alors moi, je me suis posé quelques questions que je vais vous faire partager. Je sais qu'il est très tôt pour savoir si ce nouveau média atteindra plus ou moins l'objectif voulu par ceux qui en font usage. Pour le moment, on peut seulement remarquer que l'opération agit surtout au niveau symbolique,
et qu'elle ne va pas soulever des questions dont les réponses sont loin d'être pertinentes. La première question que je me suis posée est relative à la langue. Hein, si les groupes répartis dans l'archipel ont un fond linguistique commun, ils ont réalisé des emprunts différents aux populations qu'ils ont été amenés à fréquenter. Ils n'ont pas toujours le même vocabulaire, ni parfois la même accentuation tonique. Se pose donc la question d'une éventuelle uniformisation afin de donner à la communauté sa pleine efficience. Donc ça, c'est la première question. La seconde question est relative au rapport à l'élevage. Par tradition, les Peuls se définissent avant tout comme des éleveurs attachés aux bovidés. Ce qui m'amène à vous parler, à vous raconter rapidement une petite anecdote. Dans le Fouta Djallon, chez les sédentaires, quand on va encore aujourd'hui, les Peuls disent toujours bonjour, même aux étrangers, en disant on jarama donc ce qui signifie bonjour, la famille et le bétail se portent bien, ou bien il n'est pas rare de voir une mère en tendresse avec son enfant jouer avec par exemple son fils en disant gari andi, ce qui veut dire mon taureau, ou bien sa fille nyalalangal. Donc c'est pour vous dire à quel point la vache occupe les métaphores, les proverbes quotidiens, même chez les sédentaires. Donc la vache est donc leur principale raison d'exister. L'ensemble de leur représentation culturelle est alors polarisé sur cet animal. Presque tout en part et presque tout y revient. Or, les Peuls d'aujourd'hui ne sont pas tous éleveurs. L'urbanisation a attiré un grand nombre d'entre eux dans les villes où ils exercent désormais des métiers divers. Même s'ils ont encore eux-mêmes très imprégnés de principes et de valeurs ancestrales, ils ne sont pas façonnés par un rapport quotidien au troupeau, comme c'est parmi eux que se distinguent les concepteurs de ces blogs dont je viens de parler. Ils sont enclins à se comporter en citadins qui, loin de ce quotidien, ne cherchent à valoriser de leur culture d'origine que les effets de folklore et d'idéalisation. Enfin, il est temps. Oui. Enfin bref, pour finir, ma troisième... Pour ouvrir peut-être... Un débat, oui. Donc du coup, pour ma troisième question, elle est relative à l'islam, et Sandrine en a parlé un peu là. Donc il y a des similitudes par rapport à ces recherches. Il semble que certains groupes Peuls aient adhéré à la religion musulmane assez tôt, au cours du second millénaire, mais ce n'est qu'au 19e siècle qu'un mouvement de généralisation est amorcé. Aujourd'hui, il existe encore des groupes, notamment chez les Bohoro ou les Wadabe. Donc là encore, la différence par rapport à ce qui est à vie Sandrine, c'est que moi, les Wadabe que j'ai suivis, là, revendiquent un peu leur mode de vie, et certains, bien entendu, tombent sous la pression en essayant de prier, mais ils ne savent pas prier puisque c'est tout récent. Et donc, d'ailleurs, les autres Peuls semi-sédentaires les appellent les hippies Peuls, puisqu'ils disent, voilà, c'est des bodés, c'est les rouges. Et puis, autre stéréotype est que, voilà, lors des danses, moi, que j'ai suivies, il y a plein de jeunes filles qui regardent, qui observent un futur conjoint. Et donc, une fois que la danse est achevée, donc, la fille part avec un des bodados. Et donc, parfois, ils restent ensemble une semaine et après, ils se quittent. Donc, c'est pour cette raison-là que le mariage ne se fait pas comme chez les Peuls islamisés, puisque chez eux, il y a deux types de mariage. Le premier qui est un mariage préférentiel, c'est-à-dire c'est la famille qui choisit les époux. Et le second, le Peul peut choisir n'importe quelle fille, même une fille non Peul. Dans le Fouta Djallon, on peut un Peul, pour sa deuxième femme, va épouser une Soussou, une Malinké. Et donc, voilà, c'est pas mal perçu, quoi, même s'il y a encore des réflexions là-dessus. Donc, pour finir rapidement, moi, je pense que si je réponds à la question posée par l'association, je ne pense pas que le Pula
Pulaku soit un garant du pastoralisme, dans la mesure où les différentes acceptions du Pulaku, soit qu'il s'agit d'un ensemble de règles morales ou de la condition Peul elle-même, voire de la manière dont certaines communautés se désignent elles-mêmes. Le Pulaku semble donc persister en dépit des modes de vie différents. Cependant, il ressort de mes investigations que si le mot Pulaku ou Pulagu paraît à une fréquence élevée dans divers témoignages, rien ne prouve qu'il désigne la même chose. C'est du côté des grandes orientations propres à une culture et notamment de l'éducation que l'on cherchera cette permanence du Pulaku en tant qu'il serait un registre de sensibilité identique, transmis de génération en génération chez l'ensemble des populations Peul, sans que s'ajustent les spécificités liées aux conditions du milieu ou du moment. Donc, je vais diminuer. En revanche, l'élevage de vaches et les références fréquentes à la vie pastorale, même si elles ne concernent plus directement tous les Peuls, semble bien former une identité qui induit le Pulaku. A fortiori, on peut estimer que l'éducation reçue dans les conditions de vie analogues contribuera à la perpétuation du Pulaku. Aussi, lorsque certains chefs que j'ai côtoyés au Tchad, toujours, disent souvent craindre que les bouleversements de la vie contemporaine fassent oublier en gros le Pulaku aux jeunes, puisque les vieux estiment que les jeunes actuels, en tout cas ceux que j'ai interrogés, je ne vais pas généraliser tous, les jeunes actuels ne font pas le Pulaku comme avant. Mais moi, je leur ai posé la question, et vous, quand vous étiez jeune, est-ce qu'on ne vous reprochait pas la même chose? Merci. Merci à vous. Et on va passer le micro à Anaïs. Merci pour l'invitation. Et vous allez voir que ce que je vais raconter, il y a plein de liens avec ce qui a été dit précédemment. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc moi, je suis anthropologue, maître de conférence à Paris 8. Et j'ai commencé à m'intéresser au Peul en travaillant, en faisant un bilan de ce qui avait été créé en anthropologie sur justement cette notion de Pulaku. Mais finalement, je ne vais peut-être pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de mes recherches de thèse qui portaient sur la mise en patrimoine de fêtes de transhumance au Mali, donc le Djeral et le Dégal, qui ont été classés patrimoine mondial de l'humanité. Et j'ai plus particulièrement m'intéresser à un point qui a été fréquent lors de mes enquêtes, celui justement qui fait écho au dernier point que tu évoques, celui du fait qu'à chaque fois que je rencontrais des éleveurs, ils me disaient ce n'est plus comme avant. Donc il y avait le constat d'une transformation de l'environnement écologique et de la pratique pastorale, mais il y avait aussi, toujours c'était accompagné d'un discours sur la perte de valeur, et notamment de l'honneur et de la noblesse liés à l'élevage transhumant dans cette région. Donc, et ce qui m'intéressait, moi, c'était de comprendre qu'est-ce que ce discours sur ce qui n'est plus, et ce discours nostalgique sur un passé idéalisé, disait du rapport à l'État, du rapport aux autres groupes de la région, du rapport à l'identité, et aussi des formes de transmission de certaines représentations du pastoralisme. Et alors qu'on invitait ces éleveurs à définir leur patrimoine, puisqu'une procédure d'inventaire du patrimoine culturel immatériel liée à ces fêtes de transhumance était mise en place. Voilà. Donc, juste pour vous présenter un peu le contexte de la mise en patrimoine, ces fêtes de transhumance ont été classées comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité en 2005, donc à la liste de l'UNESCO. C'est un classement qui est le résultat d'une initiative de la Direction nationale du patrimoine culturel malien, donc ça vient directement du ministère de la Culture malien, et certainement en lien avec les intellectuels Peul et les associations, les militants Poulard, du Pulaku. On sait que Tabita le Pulaku et en partie vient du Mali, de Bamako, donc il y avait quand même des liens importants.
Alors, tel qu'il a été classé par l'UNESCO, l'espace culturel du Djaral et du Dégal correspond à la zone de déplacement des éleveurs du delta intérieur du fleuve Niger, et notamment à la transhumance qu'ils effectuent entre deux espaces. Enfin, je vais aller vite parce qu'on n'a pas trop le temps, on pourra revenir un peu. Puis il y a des spécialistes de l'élevage dans cette région, c'est assez complexe. Mais entre les zones, les pâturages inondés du delta intérieur du fleuve Niger et les zones exondées, sahéliennes, Mema, Kareri, Seno, etc., qui sont un peu à l'extérieur. Et donc, ce qui a retenu l'attention des professionnels du patrimoine, du ministère malien de la Culture et de l'UNESCO à travers leur classement, ce sont les fêtes de retour des troupeaux dans leur localité après la transhumance en saison sèche. Donc, il y a une trentaine de points de traversée selon un calendrier officiel de traversée. Et parmi toutes ces fêtes, il y en a principalement deux qui ont retenu l'attention, le Djaral à Diafarabé, qui est donc au sud du delta, et le Dégal à Dialoubé, qui sont respectivement le premier et le dernier point, ou la dernière date des déplacements des troupeaux dans cette zone. Et le Djaral est marqué par la traversée du fleuve Diaka par les troupeaux, donc ce sont des centaines de têtes de bovins qui traversent le fleuve. Et le Dégal, par contre, ce n'est pas lié à la traversée d'un fleuve, mais à la descente des troupeaux de Dialoubé dans les derniers pâturages du Waladou-Debo, donc qui sont au nord du delta, vers Yoarou, pour ceux qui connaissent un peu la région. Donc ces fêtes, ce sont avant tout des institutions de gestion des préséances d'accès dans les pâturages du delta intérieur du fleuve Niger, qu'on appelle aussi bourgoutières, et elles donnent lieu à des manifestations festives, des défilés de troupeaux, des compétitions pastorales, donc le meilleur berger ou le troupeau le plus gras est récompensé lors de ces festivités. Elles donnent aussi lieu à toute une mise en avant de l'esthétique féminine, puisque les jeunes filles vont se parer de boules d'ambre, de boucles en or, etc., à la déclamation de poésie pastorale. Et ce sont bien sûr ces éléments festifs et qui ont été retenus dans les procédures de mise en patrimoine par l'UNESCO. Alors, comme je le disais, oui, parce que le classement a été suivi de la mise en place d'un plan d'action de sauvegarde qui a principalement comporté des activités d'inventaire et de sensibilisation par la réalisation d'émissions radiophoniques. Il devait également y avoir la mise en place d'activités touristiques avec la formation de guides, mais ça n'a pas eu lieu. Enfin bon, on pourra revenir sur ce plan d'action, mais ça a été plus ou moins bien mené. Donc, comme je le disais en introduction, alors moi, juste pour précision, j'ai mené mes enquêtes dans cette région de 2006 à 2010 et mon dernier terrain est 2010. Et donc, j'ai très peu d'informations sur le devenir de ces fêtes avec les événements récents. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que alors qu'elles étaient réalisées en présence d'officiels et notamment de députés, de gouverneurs, parfois de ministres, il n'y a plus de manifestations officielles. De toute façon, il n'y a plus d'État dans ces coins-là, il n'y a plus de maires, il n'y a plus de conseillers municipaux, il n'y a plus de préfets. Donc, Et bien sûr, il n'y aura pas de touristes. Donc ce qui est un des enjeux liés un des enjeux de la patrimonialisation est quand même bien raté sur ce plan. Donc, lorsque j'enquêtais sur les modalités, les enjeux du classement patrimonial, j'étais confrontée au récit des pasteurs qui déploraient le déclin des fêtes et le pastoralisme, donc qui liait à des modifications sociales, politiques et écologiques ces dernières années, mais surtout à une perte de l'éthique professionnelle et fondée sur l'honneur, qui pour eux était aussi une des garanties d'un élevage transhumant ou du moins de la prospérité du bétail. Alors, il y a des spécialistes du monde pastoral, il y a des pastoralistes qui pourraient expliquer bien mieux que moi les transformations écologiques dans cette région suite aux sécheresses, les modifications aussi des usages de l'espace avec des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs sur l'usage des ressources en eau, en herbe et sur le foncier.
et aussi qui pourront expliquer les transferts de propriété du bétail, qui expliquent en effet qu'il peut y avoir un désengagement dans cette activité pastorale pour une partie des éleveurs. Et donc, constamment, dans mes entretiens avec les bergers, j'étais confrontée donc à ce discours sur un sentiment nostalgique par rapport à une situation passée où tout était mieux, où le lait était abondant, les troupeaux prospères, où il y avait de l'herbe, qui était constamment mise en opposition avec une situation actuelle faite d'ententes, de conflits, d'un accès de plus en plus difficile à l'herbe. Et ça reflétait aussi l'idée, enfin le fait d'être dans une situation dans laquelle on n'a plus non plus le pouvoir politique sur le bourgou et la possibilité de contrôler le bourgou. Le bourgou, pour rappel Ouais, les pâturages inondés dans cette zone. Alors, il faut préciser que les localités dans lesquelles j'ai enquêté sont des... il y a des groupes pastoraux qui sont... par raccourci, mais propriétaires du bourgou, c'est-à-dire que ce sont des lignages qui contrôlent des pâturages dans lesquels ils ont le droit de préséance et lorsqu'ils accueillent des troupeaux extérieurs à ces pâturages, font payer un droit de redevance sur l'exploitation de ces pâturages. Donc on a quand même affaire à des lignages qui, même si donc c'est un système du Dioraku, donc avec les Dioros, les propriétaires de ces territoires pastoraux. On a quand même affaire à des éleveurs qui sont en quelque part propriétaires, enfin au moins usagers, qui ont des droits garantissant l'usage de l'herbe dans le bourgou. Et donc ce qui crée aussi des différences entre éleveurs, puisque certains pasteurs n'ont pas ces droits sur le bourgou, notamment ceux qui viennent de la zone exondée. Et on sent bien que dans un contexte de décentralisation politique, avec une redéfinition de la gestion de ces pâturages, où il y a un statut qui est un peu flou au niveau de la charte pastorale ou des textes législatifs sur le pastoralisme au Mali, on a une tension. Et dans ce sens, le discours sur la marginalisation des éleveurs, sur rien n'est plus comme avant, et la mise en avant d'une identité pastorale, c'est aussi dans un contexte de reconnaissance patrimoniale de fait qui symbolise cette réglementation, enfin cette gestion pastorale par les Dioros, c'est aussi un moyen de faire valoir leurs droits sur le bourgou. Si bien que sans amoindrir le discours, il y a de réelles modifications de la pratique pastorale, il y a un changement de propriété du bétail et en effet, il y a des jeunes bergers qui sont peut-être moins enclins à s'investir dans le travail pastoral parce que les troupeaux qu'ils conduisent, ils ne sont plus propriétaires des têtes qu'ils conduisent et il y a d'énormes conflits fonciers, etc. Mais en même temps, le discours sur rien n'est plus comme avant et les bergers, les jeunes bergers ont perdu la honte et l'honneur qui permet de faire un travail, et la noblesse qui permet de faire un travail pastoral correct. Pour moi, c'est aussi ce que disait en conclusion Yacine, ça relève d'un peu de la nostalgie structurelle, c'est-à-dire que chaque génération a tendance à dire c'était mieux avant, etc. Mais de fait, si on dépasse une lecture qui serait un peu simpliste en termes d'opposition générationnelle, on se rend compte quand même que ce discours sur la perte d'identité ou sur les transformations identitaires qui a été vraiment étudié par les anthropologues dans d'autres situations, en contexte de sédentarisation, d'urbanisation ou d'islamisation, comme vous l'avez évoqué, c'est aussi une manière d'essayer de maintenir leur statut, de maintenir leur rang d'éleveurs ayant des droits sur la zone. Si bien que c'est dans ce sens qu'on peut aussi interpréter les mises en scène de l'ethnicité Peul lors de ces fêtes, donc qui étaient réalisées, et ça depuis la fin de la période coloniale, en présence d'un public d'officiels, d'administrateurs, mais maintenant des services techniques de l'élevage et aussi de bailleurs, comme un peu des stratégies essentialisantes pour affirmer un élevage transhumant qui, par ailleurs, dans cette région, est souvent considéré par les pouvoirs publics comme un élevage qui n'est pas vraiment conforme aux nouvelles contraintes écologiques ou
qu'il faudrait mettre en place, puisque c'est un élevage qui est considéré comme étant un élevage de prestige. Enfin, on pourra revenir sur ces catégories-là, mais elles ne sont pas vraiment réelles. Et il y a une invitation de la part des pouvoirs publics à transformer quelque part ces pratiques d'élevage, notamment en régulant plus la masse de cheptel. Et donc, on assiste, lors des fêtes, à vraiment des stratégies il faut montrer le poulakou à l'extérieur. Et donc ça se traduit par vraiment un recours aux images stéréotypées sur le pasteur Peul ou la femme Peul. Donc on voit par exemple des jeunes hommes d'associations culturelles qui vont se vêtir de boubou kassal, les boubous en laine, de chapeaux, et qui vont adopter des positions, la position de héron avec le bâton, et vraiment de manière très stéréotypée. De même les femmes. Il y a eu des réintroductions de certaines parures ou vêtements qui n'étaient plus utilisés depuis 2 générations dans le but de montrer ce qu'est la laitière Peul. Donc elles vont être vêtues de tourquis, de tuniques blanches, et on va leur demander de porter des calebasses blanchies, symbole de la femme Peul vendeuse de lait, alors que ces calebasses, les 3/4 du temps, elles sont vides parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de lait au village, ce qui montre aussi la difficulté de ces familles d'éleveurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, excusez-moi, je ne lis plus mes notes, mais il faut conclure. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, quand on compare ces mises en scène de l'ethnicité et tout le discours qui peut paraître parfois essentialisant sur l'honneur, la noblesse ou la honte qui se serait perdue, et en même temps... les images très stéréotypées qui sont celles qui sont aussi reproduites par le discours patrimonial institutionnel. Donc on a l'impression que tout le monde puise dans un stock commun d'éléments ou d'emblèmes identitaires très facilement mobilisables. Et c'est ce qu'on va retrouver par exemple chez Tabital Poulakou ou dans tous ces blogs-là créés depuis la diaspora par des personnes et des intellectuels qui ont souvent plus de lien avec l'élevage. Et en même temps, si on dépasse cette première lecture en termes d'identitaire, on se rend compte que ça fait écho à de vrais enjeux fonciers, à des vraies interrogations sur la transformation aussi des rapports de pouvoir dans ces zones, et qui c'est qui peut encore contrôler la ressource et comment contrôler la ressource dans un contexte de transformation écologique, mais aussi dans un contexte de modification des rapports de pouvoir avec la décentralisation notamment, mais c'est plus ancien. Je pense qu'il y a besoin de réhistoriciser dans ces zones ces discours identitaires, mais aussi, d'autant plus quand on les met en parallèle avec la situation actuelle et les dangers qu'il peut y avoir à renvoyer Peul et Bambara ou Peul et Dogon. Et je vais m'arrêter là. Je pense que ce sont des pistes pour ouvrir le débat. Je m'excuse d'avoir été un peu brouillonne et décousue, mais j'aurais dû lire mes notes. Et comme je savais que j'aurais pas le temps, du coup, voilà. Ah oui, il y avait d'autres choses que je voulais dire. Mais... Donc, trois questions environ. Oui. À propos de la patrimonialisation, est-ce que le Guéréol ou Pierre a fait l'objet d'une démarche? Ok, on va prendre tout et on les laissera chacune. Ok. Une autre question? Oui. Une question, Anaïs, c'est qu'est-ce qui reste de la DINA? Mais rapidement. D'accord. Monsieur, c'est une grande question. Je t'aiderai. Est-ce qu'il reste quelque chose? Ok. La DINA, c'est... Ouais. Bon, la DINA, c'est 1862. C'est ça, ouais. Donc la DINA du Massina, c'est, on va dire, c'est l'entité politique théocratique qui a prévalu à cette période-là. Un peu loin. Mais qui est un cas unique Ouais. en matière d'organisation dans tous les domaines. C'est quand même prodigieux. Ouais. C'est endogène aussi. Ouais, totalement. Une dernière question? Bon, on va en prendre deux même. Ok, ouais. Non, je veux juste savoir s'il y a un rapport entre Tabangal et Tabangal. Ok. Parce que c'est comme tel que Tabangal pour la cour, est-ce que le deuxième complètement. Ok, bah on passera la parole à Ghislaine tout à l'heure. Ouais. En 2016, qu'est-ce qu'ils interpellent aujourd'hui? Est-ce que c'est le mode de vie ou c'est la... Ah, ok, super.
Ben, je pense que pour le coup, vous aurez toutes les trois l'occasion de répondre à toutes les questions. Donc, ne vous privez surtout pas. Et juste sur la question de la DINA, ce que je voulais dire, c'est que... Enfin, moi, je viens juste d'écrire un article, juste en passant, sur la question du nationalisme et la question de la religion. Aujourd'hui au Massina, mais avec une perspective historique. Donc, quand on parle de la DINA, il y a quand même un facteur ethnocentrique qui est très très fort dedans, quoi. Et donc voilà, qui veut prendre la parole en premier? Yacine? Peut-être, qu'est-ce que... je sais pas, il faut mettre... Moi j'ai triché, d'accord, bon, ben, je vais tenir aussi. Je pense que c'est une question très compliquée à répondre. Qu'est-ce qu'être Peul? Je vous ramènerai à cette fameuse citation, enfin, je ne l'ai pas dit. Lors de mes investigations, j'ai souvent interrogé aussi aux informateurs rencontrés sur le terrain, qu'est-ce qu'être Peul? Et donc, la plupart des réponses que j'ai pu obtenir, c'est Pullo baona iwana pullo. C'est-à-dire un peul sans bétail n'est pas un peul. Donc, rapidement, je vous dirais ça. Voilà, c'est que... Donc, être peul, vu que l'identité passe par cette vache-là, même pour ceux qui n'ont pas de troupeau, considèrent que, voilà, que leur identité, voilà, c'est la vache, quoi. Enfin, c'est le pastoralisme. Et je trouve que justement, aujourd'hui, pour rejoindre ce que Anaïs disait, il y a une espèce de performativité d'être peul. Comme « regardez-moi, je suis en train d'être peul ». Ou justement, on a beaucoup de codes qui sont en train d'être mis dans le même grand melting pot. Ou même justement, même les Wodabé, qu'on voit parfois comme étant en marge de certaines communautés peul, on retrouve aussi certaines de leurs notions d'esthétique dans tout ça. Okay. Qui veut répondre ensuite? Je vais répondre d'abord à la première question concernant la patrimonialisation. C'est effectivement important. Pour la guéréole, donc les cérémonies dont je vous ai parlé, ça fait longtemps que j'y pense et puis j'ai même été à un moment donné contactée par le ministère de la Culture qui était mandaté par l'UNESCO pour trouver des dossiers africains en fait. Il n'y avait pas assez de demandes africains en France, à Paris. Ouais. Pas assez de dossiers africains concernant le PCI, les demandes de proclamation du patrimoine culturel immatériel, de reconnaissance. Et donc évidemment, là, on a... C'est terrible que la guéréole n'en fasse pas encore partie. Le problème, c'est qu'il faut une volonté politique nationale. Les Wodabé, donc, ne sont pas... C'est une société non hiérarchisée qui a très peu de représentants politiques. Il y a maintenant des Laamibé, depuis la décentralisation, qui sont des représentants des différents groupes auprès de l'administration nationale, mais ce n'est pas véritablement dans leur tradition. Et c'est encore un peu, je dirais, compliqué et ça cafouille. Et puis ces gens ne sont pas forcément formés. Vous savez bien que les nomades n'ont pas suffisamment accès à la scolarisation. Bref, difficile d'expliquer tout ça. J'ai pas non plus regardé tout ça dans le détail, mais c'est vrai que par manque de représentation politique, ils n'ont pas d'émissaires, de délégués, de représentants qui pourraient porter leur dossier auprès de l'État nigérien et pas véritablement de volonté de la part de l'État nigérien de porter ce dossier à l'UNESCO. Je ne sais pas s'il y a, où en est la représentation de l'UNESCO même au Niger et ne pouvons plus trop y aller pour l'instant. Enfin, disons que je ne peux pas sortir de Niamey si j'y vais, donc c'est pas très intéressant. Et je vois pas comment je pourrais agir, c'est ça. Il faudrait, parce que vous savez, voilà, ce que j'ai pas expliqué, c'est que pour ce genre de demande de proclamation du PCI, il faut donc que les gens eux-mêmes soient organisés, soit en association, soit en ONG, qu'ils aient une représentation, et par ailleurs, il faut que ce soit porté par l'État en question. Et voilà, et donc deux problèmes qui font obstacle.
Et ensuite, je voulais réagir donc, sur plusieurs choses. Hein. Ce dont tu as parlé, Anaïs, la question de l'essentialisation, qui est très importante. Alors, c'est vrai que moi, je dois faire un petit peu, figure de... Enfin, j'ai l'impression d'être un peu lunaire, d'arriver d'une autre planète quand je parle des Wodabé, parce que c'est vrai que dans l'ensemble du monde Peul, il y a tout ce travail de réaffirmation identitaire et donc comme tu disais, de nostalgie structurelle qui a probablement toujours existé, mais qui est d'autant plus à l'heure actuelle forte. Je crois, avec tout ce qui se passe, hein, et au niveau écologique et au niveau politique. Bon. J'ai connu ça, par exemple, quand j'étais au Burkina Faso. Il y avait vraiment, j'avais vraiment le sentiment que les Peuls cherchaient à s'unifier, comme tu disais aussi, Yacine. Pour porter en fait leur parole au niveau de l'État national, et partout les Peuls se sentent minoritaires et donc pas représentés dans les structures administratives nationales. Et donc chez les Wodabé, c'est compliqué. C'est vrai que on n'en est pas encore complètement là. Il faut imaginer que je crois que c'est depuis les premières sécheresses qui sont véritablement entrés en contact avec le monde urbain, avec l'administration nationale. Avant, ce sont des gens, quand on lit les témoignages des gens qui ont voulu les approcher au cours du XXe siècle, hein, ce sont des gens qui fuyaient dès que les anthropologues arrivaient, qui fuyaient les taxes sur le bétail, etc. et qui donc cherchaient à éviter toute forme d'administration, qu'elle soit nationale, qu'elle soit coloniale, qu'elle passe par la scolarisation, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas encore dans ce discours de se placer au niveau national avec un discours d'affirmation de cette identité. En revanche, c'est vrai qu'ils vivent une forte marginalisation en tant que gens qui vivent en brousse et qui, comme tu disais, ne pratiquent pas un islam orthodoxe, on va dire. Et donc ils affirment une wodabéité extrêmement virulente, hein, par ailleurs. Sur les marchés, etc., ils ont toujours l'impression d'être oubliés de tout le monde, qu'on les vole sur les marchés, que leurs vaches ne sont pas vendues au bon prix parce que justement ils ne sont pas scolarisés, etc. Et donc ils ont pris conscience de tout ça aujourd'hui et ils réclament justement d'être intégrés, d'avoir accès à la scolarisation, à des puits, etc. Donc, je dirais que l'histoire est en marche. Ce que je voudrais aussi préciser par rapport à ces gens, c'est qu'on est dans un processus de renomadisation. En fait, à la fin du 19e siècle, ils étaient au Nigeria, dans les marges de l'État théocratique de Sokoto. Ils se souviennent d'ailleurs, leur histoire orale raconte cela. Hein. Et donc, à l'époque de Ousmane Dan Fodio, ils étaient probablement sédentaires, hein, plus ou moins déjà sédentarisés. Ils ont peut-être même eu des Rimaébé ou des Matioubé. Voilà. Et donc ce sont des captifs, hein, et ce sont des gens donc qui se sont renomadisés. Donc l'appellation de Wodab émerge au début du XXe siècle en réalité. Hein. Donc avant, ce sont des groupes éparses, divers, de Peuls qui, à un moment donné, choisissent de fuir les taxes sur le bétail, l'impôt, etc. Et prennent la route, voilà. Et puis ensuite arrivent les colons français, et donc ils remontent encore plus au nord jusqu'à la zone Touareg, et donc ils passent leur temps comme ça à remonter vers le nord pour fuir toute forme d'administration. C'est donc un processus en réalité de renomadisation. Donc ils n'ont pas toujours été nomades, loin s'en faut. Ok. Voilà. Et aussi sur les questions de quand je t'entendais parler, je pensais il y a quelque chose qui m'est revenu en tête tout de suite sur les questions d'acceptation à l'UNESCO, les candidatures à l'UNESCO. Il y a toujours cette question qu'on entend souvent, enfin, c'est une thématique qui revient très souvent dans le monde Peul, c'est
Ah, mais pourquoi les Peuls n'ont pas de pays à eux? Ah, pourquoi les Peuls ne dirigent pas dans un pays? Mais ça me paraît être un peu une aberration, vu la nature même du monde Peul, mais je pense que ça pointe un problème très particulier qui est que il n'y a pas d'État qui est ressenti comme étant parrain des Peuls. Où on se dit par exemple, dans l'imaginaire populaire, le Mali c'est le pays des Bambara, Sénégal, pays des Wolofs, etc. Donc finalement, qui pour porter la voix Peul en tant que une voix qui fait partie de la pluralité de son pays. Ça aussi, c'est l'une des grandes discussions qu'il y a à l'UNESCO, diversité et pluralité. Quelle est la différence qu'on fait entre ces deux termes? J'ai assisté à des débats interminables là-dessus où on dit en gros, la diversité, c'est dire, bon, il y a des choses, il y a plusieurs choses. La pluralité, c'est de dire, il y a plusieurs choses et il y a un aspect où on fait ressortir les choses qui sont même minoritaires. C'est pas un problème. Et donc, sur cette question-là, ça m'évoque aussi le fait que sur ces pratiques de Guéréwol plus particulièrement, il n'y a pas eu la volonté pour les États limitrophes du Niger de se dire on peut peut-être appuyer une candidature commune avec le Niger. Parce que par exemple, je sais qu'il y a une pratique, il y a des cérémonies Touareg qui ont été présentées par l'Algérie et par le Niger et par le Mali. Je sais qu'il y a aussi la question des balafons. Voilà, pour le Burkina, Côte d'Ivoire et Mali. Voilà. Pour répondre à la question de qu'est-ce qui reste de la DINA aujourd'hui, c'est assez compliqué. Il reste une partie, je pense, de la codification pastorale, d'abord des laïdés, du découpage en territoires pastoraux, même si là, encore, il y a conflit sur certaines limites de territoire, enfin... une partie des pistes de transhumance, mais je pense que en fait, ce qui est intéressant, c'est que la DINA aujourd'hui, c'est une référence constante dans tous les discours, quels que soient les acteurs. Donc c'est une référence qui est utilisée de manière contradictoire, parce que d'un côté, elle va servir par exemple aux agents de la décentralisation à promouvoir le projet de décentralisation en disant qu'il faut que les communes... qu'en gros, les communes remettent en place ce qui avait été pensé par la DINA, etc. Et que donc les DURO doivent accepter de se soumettre à l'autorité communale et de reverser une partie des taxes de pâturage aux communes pour le fonctionnement du bien commun, enfin du collectif. Et en même temps, de l'autre côté, les DURO, je fais simple, mais c'est un peu ça, les DURO vont, eux, dire que ils ont hérité, leurs droits sur les pâturages ont été réaffirmés par la DINA. Et donc, c'est en se référant à la DINA ou à l'instauration ou à la confirmation du Duraku au moment de la DINA qu'ils vont au contraire dire, la DINA, on a un système qui fonctionne depuis des années et donc les communes ne pourront pas changer le fonctionnement de notre système en place, d'autant plus que l'État a accepté que notre pratique pastorale, qui fonctionne sur ce système de l'Aïdi géré par des DURO, soit reconnu patrimoine mondial de l'humanité. Donc, et par-dessus, maintenant on a un Front de libération du Massina qui fait aussi référence à la DINA, donc on a une espèce de... Voilà, c'est multiréférentiel. Et ça permet à tout le monde d'avoir un discours sur la DINA, mais en tout cas, c'est... un des arguments du dossier de candidature, c'était de dire que ces fêtes... bien qu'elle ne soit pas vraiment en accord avec l'islam, ait quand même été autorisée par Sékou Amadou et que l'État, depuis la DINA, soutient l'organisation de cette fête, l'appareil politique soutient l'organisation de ces fêtes, etc. Donc c'est utilisé par tout le monde de manière très contradictoire. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai après, mais j'ai pas été... Enfin, voilà. Il faudrait peut-être actualiser ça avec des éléments plus récents, parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de transformations dans le Delta sur ces 5 dernières années. Ouais. Par exemple, depuis que le fameux Front de libération du Massina a commencé à émerger, l'un de ses discours, c'était de dire on va ramener un islam rigoriste dans la région, dans l'héritage de la DINA de Sékou Amadou.
Mais le problème, c'est qu'au mois de mai de l'année dernière, ils se sont attaqués au mausolée de Sékou Amadou. Et donc, les dépositaires de la tradition de Sékou Amadou, les familles régnantes, les descendants des familles régnantes de la région ont protesté en disant que ce n'était pas leur forme d'islam. Et donc là, les gens du Front de Libération du Massina ont rétorqué que si Sékou Amadou avait vécu, il n'aurait pas accepté lui-même d'avoir un mausolée de ce type-là. Et donc, on voit que l'identité du Massina, son héritage, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment disputé, en sachant en plus que même quand on parle de Massina aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle réellement? Est-ce qu'on fait référence à cet espace géographique de la Dina? Est-ce qu'on fait référence au delta du fleuve? Est-ce qu'on fait référence au cercle qu'est Massina dans la région de Ségou? Ou alors, est-ce qu'on fait référence au Massina ancien que les Peuls bergers chantent encore et encore, et dont on n'est même pas sûr qu'il était effectivement localisé à cet endroit? Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais revenir sur un point que Sandrine a abordé tout à l'heure, là, mais juste pour parler de l'actualité. Par exemple, quand tu parlais de la scolarisation, alors moi, il y a quelque chose que j'ai constaté au Tchad et qui m'a amusée. Alors, le gouvernement tchadien, pour scolariser les enfants des Wadabe, recrute des enseignants pour les suivre en transhumance. Sauf que la tâche est tellement périlleuse que les enseignants, au bout d'une semaine, renoncent complètement. Donc là encore, voilà, et pourtant les Wadabe sont vraiment en demande parce qu'à chaque fois que leur bétail effectue des dégâts sur un champ, mais parfois les agriculteurs en profitent pour demander plusieurs têtes de bêtes en dédommagement. C'est pour cette raison que les Wadabe ont cette ambition-là, mais malheureusement, on n'a pas encore la solution idéale pour faire en sorte que les Wadabe continuent à être des nomades tout en ayant une éducation. Et sur cette question-là, juste avant d'ouvrir la seconde ronde, j'ai discuté avec l'un de nos collègues d'association qui travaille pour l'association Boskouda, donc qui est une association camerounaise qui s'occupe principalement des Peuls Mbororo. Et lui, il disait, il y a un grand danger dans le fait de mettre tout le monde sous la même appellation Peul, même si on est d'accord que c'est la même famille. C'est que lorsqu'on fait des statistiques, par exemple sur le nombre d'enfants scolarisés, le pourcentage, et qu'on regarde les enfants Peuls, ou même l'accès au pouvoir politique aussi, on aurait tendance à se dire, mais en fait, les Peuls sont plutôt bien lotis. Alors qu'en réalité, si on s'intéresse spécifiquement à ces populations-là, aux populations Bororo, on se rend compte qu'il n'y a aucun élu, on se rend compte que le taux d'alphabétisation est super bas, donc en termes de mobilité, qu'est-ce qui peut se passer? Et Hindou de l'association des femmes Peuls autochtones du Tchad aussi me disait que l'État à un moment avait essayé de construire des écoles fixes, mais ça n'a pas marché. Et donc la solution semblait être les enseignants qui voyagent avec les troupeaux, mais ce qui est aussi limité justement en termes de moyens. Et puis il faut aussi former les gens dans la communauté d'abord. Donc ce sont des choses qui prennent du temps. Ouais. Par contre, juste pour revenir chez les sémi-nomades de Guité, par exemple, moi j'ai rencontré un enseignant qui a été recruté par le gouvernement, qui vient tous les soirs, mais pour 2 heures seulement. Il a des cours mixtes, c'est-à-dire avec les hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes, les hommes et les enfants. Et donc, et aussi, parfois, il y a... disons une femme, souvent c'est la femme du chef des Ardo. Donc du coup, je trouve que ce système-là marche un peu, mais il faut attendre encore plusieurs années pour voir si le résultat est vraiment à la hauteur. Ok, on va prendre une nouvelle vague de questions. Et juste pour répondre à la question de monsieur sur Tawangal et Tabital, bon, Gisela n'est pas là, mais vous pouvez parler? Non. Ah, pas sur ça, ok. Mais juste sur ça, c'est vrai que Tabital a un peu vocation à être une fédération des associations Peuls. Donc, quand de nouvelles associations Peuls apparaissent, elles essaient de savoir quelles sont les pistes de collaboration possibles avec Tabital Poulakou. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Tawangal aussi s'illustre. C'est une association autonome, mais qui fait quand même partie de la famille Tabital Poulakou. Voilà, on va prendre d'autres questions. Ah, Tawangal, c'est vraiment sur les... Oui, Tabital... ouais. Ouais. Ça, on en parlera pendant le forum cet après-midi si vous voulez bien. Ce sera l'occasion de dire toutes ces choses. Ouais.
Donc, on va... mais juste pour préciser, l'appellation, c'est la même. Hein. Ouais. C'est la même chose. Donc, Tawangol. Oui, c'est vrai, c'est la même... le verbe, c'est réuni, c'est regroupé. Et Tabital, c'est pareil. Donc, après, peut-être, il y a des spécificités... enfin, ce qui concerne l'organisation et la gestion des deux associations. Oui, on reviendra dessus pendant le forum. 2 questions, donc monsieur et puis madame. Oui, monsieur. Je me Nico, je viens du Mali. Ça fait 3 mois que j'ai rejoint le Malien de Douanza. Donc le Haïri. Dans le Haïri. Je ne suis pas ethnologue, j'ai une vision vraiment basique et interne. Je vis en France, mais tous les centres du pays, au village en particulier. Et ce que je constate surtout, c'est que les communautés nomades sont marginalisées depuis l'indépendance. Moi-même, j'ai fréquenté une école nomade, parler d'école nomade, créée à l'époque par la colonisation française. Justement, il y avait des écoles nomades pendant la colonisation française. Et ça marchait très bien. Tout simplement parce que les enseignants affectés dans ces écoles ont obligation de tenir leur poste. Aujourd'hui... Mais juste pour info, sans vouloir vous couper, en fait, les questions plus larges, on aura l'occasion de revenir dessus pendant le forum. Mais je vous laisse terminer, oui. Non, mais je signale quelque chose qui se passe au niveau de danger, qui d'ailleurs qui justifie le désir de regroupement en fait, de sauvegarde d'école, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une marginalisation exactement pareil que les Touaregs. Dans la zone où on est, les populations sont mélangées. Les Touaregs, c'est qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'école. Moi-même, dont j'ai été pour soutenir l'école, ça veut dire que la représentation au niveau de l'État diminue, n'existe pas. Et quand on parle de décentralisation, imaginez la catastrophe là où il n'y a rien. La plupart des maires dans le cercle de Douanza sont illettrés. Vous imaginez monter des projets pour défendre les gens. Je m'arrête là parce que Oui, on reviendra dessus de toute façon pour cet après-midi. Et madame? Il m'a un peu précisé. Ok, ben, on va prendre juste une question alors. Peut-être quelqu'un qui n'a pas posé encore? Non? Si on n'a pas, monsieur, alors. Ouais. Alors, une question sur la langue. D'abord, est-ce que le peul est enseigné à l'INALCO? Oui. Mais le poulard. Poulard du Sénégal, je vous dirai pourquoi. Il y a donc la recherche, les travaux je vous dirai. Pour faire émerger ou réémerger une langue. C'est à l'INALCO que ça se fait? Ok, bah, moi je vais répondre à la première question et après un début sur la seconde et je vous laisserai la parole. Alors, mais c'est vrai que la région du Haïri, mais comme je disais, on va revenir dessus plus tard. En ce moment, c'est vraiment l'un des épicentres de ce qui se passe. Tout le monde dit Massina, Massina. C'est vrai que bon, par abus de langage, parfois on fait vraiment large. Mais en ce moment, en fait, il y a un grand problème pendant la rébellion aussi, qui est que la région a subi une espèce de double peine. D'un côté, la rébellion a attaqué Douanza, mais en plus de ça, l'État malien et les militaires se sont retirés de Douanza. Et Douanza est resté pendant très longtemps, même en marge des aides de la solidarité qu'il y a pu y avoir. Et encore, au moment de la libération, Douanza n'a pas été parmi les axes principaux, ce qui fait que ça a été vraiment un endroit enclavé, alors que c'est vraiment littéralement au centre du pays. Mais comme je dis, on pourra revenir là-dessus. Et sur le poulard à l'INALCO, c'est le poulard du Fouta Toro, donc Sénégal-Mauritanie, qui est enseigné. C'était vraiment un choix subjectif parce que la région parisienne et en France de manière générale sont plutôt les Sénégalo-Mauritaniens qui sont les plus nombreux. Donc c'était par souci de se dire qu'il fallait une articulation avec les enfants des personnes qui habitent ici en France. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Oui. Ouais, en termes de littérature, ils produisent beaucoup. Ouais. Avant, c'était le Fulfulde du Cameroun c'est Ali Mohamed, qui est camerounais, qui a choisi celui du Fouta Toro. Parce que vous voyez, il y avait un dynamisme derrière, il y avait des associations qui voulaient vraiment produire son nationalisme. Merci. Mais sur la deuxième partie de la question, qui est la recherche d'une langue commune,
Je vais laisser la parole aux chercheurs. Mais ça, c'est plutôt le combat des associations poulards, de ce qu'on en connaît, quoi. C'est plutôt le combat des associations poulards, mais déjà qui remonte fin des années 50, début 60, quoi. Je veux dire. Et il ne me semble pas que ce soit un des centres de recherche, une des pistes de recherche de l'INALCO, même pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est un combat associatif. Et donc, qui est aussi un combat politique et qui est notamment, qui s'est développé à partir du Sénégal et de la Mauritanie. Il y a eu des chercheurs qui ont fait des thèses sur ça. Je pense notamment aux travaux de Marie-Ève Umri, qui a vraiment travaillé sur les mouvements poulards Sénégal-Mauritanie. Et Mélanie Bourlet aussi, qui travaille pas mal sur ces questions et qui sont aussi liées à un nationalisme poulard, quoi. Donc vraiment de cette région-là. Mais qui a essaimé, je veux dire, et qui est aussi en lien avec, maintenant avec Tabital Poulakou, et donc qui a un niveau plus transnational. Yacine, tu veux dire? Oui, moi j'ai juste vu là il n'y a pas longtemps sur internet qu'il y a une école en Suisse apparemment qui enseigne le poulard. Maintenant après la question est de savoir est-ce que c'est le poulard ou le fulfulde. C'est ça en fait le problème, c'est que si on considère, si on prend en compte la partie orientale, il faudrait dans ces cas-là enseigner le fulfulde, ce qui est très compliqué puisque quelqu'un qui parle le fulfulde par exemple au Cameroun et qui rencontre quelqu'un d'autre qui est au Tchad, par exemple, ils ont du mal à se comprendre parce qu'il y a des termes qui ne se prononcent pas de la même façon. C'est un peu comme le breton, vous savez, il y a 4 dialectes en tout. Donc, du coup, il y a des termes qui sont difficiles. Je pense que c'est un problème qui n'est pas prêt à être... Il y a une question politique aussi derrière, où les gens parlent beaucoup du fait d'unifier la langue, mais ça donne lieu à beaucoup de débats, parce que les gens disent il faut standardiser la langue, mais en même temps, par exemple, on met dos à dos avec l'expérience québécoise, par exemple, où c'est un choix de ne pas instaurer le québécois. On dit que c'est la même langue, c'est le français, parce que quand on décide d'harmoniser, de standardiser, du coup ça perd de la richesse. Et en plus c'est un mouvement qui vient du haut vers le bas, donc souvent ça suit pas. Pour l'alphabétisation ça a été tenté, ça n'a pas marché. Et en plus de ça, on trouve que généralement les Peuls, même quand ils ont du mal parfois au début, quand ils se rencontrent en parlant, finalement les choses se recoupent et donc ça donne lieu à plus de diversité de la langue, de laisser tous les parlers subsister. Et pour les associations, souvent, ça dépend vraiment, par exemple, en Allemagne, on sait que le Peul de Guinée, je sais qu'à Francfort, c'est le poulard de la Guinée qui est enseigné à l'université. Et alors qu'ici en France, c'est poulard Futatoro. Dans d'autres endroits, peut-être c'est le fulfulde. Tu veux dire quelque chose? Il y a eu le même débat entre les chercheurs sur la matière. Oui, exact. Ouais. Le mot de la fin est pour toi. C'est difficile de répondre en 2 mots là-dessus, mais moi j'ai pris conscience d'une chose récemment sur la question des langues, en travaillant au sud du Tchad, où on est dans une zone où il y a une multitude de tout petits groupes. Et en plus, on est à la croisée entre les grands groupes linguistiques, nilo-sahariens, nigériens, cordofaniens, etc., et tchadiques. Et du coup, le linguiste avec lequel je travaillais me disait, mais les gens là qu'on croise, qui parlent... moi, j'ai enregistré une petite fille qui nous a raconté, qui nous a récité des contes dans 6 langues différentes. Et ça, c'est dans cette région, tout le monde parle 6 à 7 langues, sans compter le français. Une petite fille de 12 ans, déjà, elle nous expliquait que ses 4 grands-mères parlaient des langues, 4 langues différentes, donc c'était normal. Et en fait, donc, on s'est retrouvé à un moment donné donc ce que disait le linguiste, c'est qu'en plus, ces langues sont extrêmement différentes. C'est comme d'apprendre le français et le chinois, quoi. C'est aussi complexe, et aussi différent, et aussi distant, puisque c'est des langues qui sont absolument pas parentes. Et donc, voilà. Donc, c'est pour dire à quel point ces gens ont un niveau d'aptitude linguistique extraordinaire. Et on arrive à un moment donné dans un village où il y avait uniquement 100 locuteurs d'une langue. D'une langue. Le village, c'est Dumrao, voilà. Et ces gens-là, il n'y a plus que 100 personnes qui parlent cette langue. Et on leur demande pourquoi ils continuent à garder leur langue. Et
ils nous ont regardés, mais totalement interloqués. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on abandonnerait notre langue ? Et c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre la langue des commerçants qui passent sur le fleuve, la langue de nos voisins, la langue de nos femmes, la langue de... Et ainsi de suite. Et donc, là, j'ai réalisé, pour la première fois, que c'est vraiment notre affaire à nous, c'est-à-dire c'est l'affaire des grands empires et de l'administration nationale que de vouloir éradiquer la diversité linguistique. Je pense que chez nous, là, ça date de l'Empire romain, probablement, et de vouloir instaurer une langue unique, et qu'en fait, c'est absolument pas naturel. Pourquoi se priver de cette richesse, même si on est 100, pourquoi abandonner notre langue alors qu'on peut apprendre tout à fait celle des voisins, hein. Et là, pour moi, c'était une grande leçon. Et donc, voilà, je crois que l'histoire d'une langue unifiée chez les Peuls ne pourrait se comprendre que dans un contexte vraiment nationaliste, et ça serait une grande perte de richesse culturelle. Voilà. Ok. C'est un point de vue personnel. Merci. Écoutez, cette première table ronde s'achève. On va prendre une pause de 1 heure. Donc, on reprendra à 13h30 pour la seconde table ronde. Et après cette table ronde, on fera une discussion plus large où, pour le coup, on pourra vraiment parler de tout de manière moins rigide, on va dire. Merci.